Lucas, on y va? On bien? Allez. Oui. Oui. Bien, tu vois? Quand tu t'entraînes, hein, ça va mieux après. On fait encore celui-là. Oui. Oui. C'est très très bien. Oh, j'entends pas. Écoute, hein. C'est bien. Four. Bon, alors, on essaye là. Four. Phare. Oui, alors il est plus léger celui-là, regarde. Phare. Pendant longtemps, j'ai cru que les sourds étaient muets. Comme ça. J'ai imaginé qu'ils formaient une communauté à part, qu'ils avaient un langage et une culture différente de la nôtre. Il est vrai que les sourds ont souvent été marginalisés, considérés comme des êtres simples, ignorants, parce qu'ils avaient peu de moyens de communiquer avec le monde extérieur. Notre vision a changé, mais il reste encore, dans notre imaginaire collectif, des gens à part. Comment elle s'appelle? Aujourd'hui, grâce au progrès de l'orthophonie et des appareils auditifs, les sourds peuvent apprendre à parler dès le plus jeune âge et suivre une scolarité quasi normale. Certains font des études supérieures, d'autres travaillent dans des entreprises, à la Poste ou à la SNCF. Ils vivent au milieu des autres, intégrés dans notre société. Oh bah il est long le tien, hein. Écoute le mien. Four. Mi. Parler, c'est comme me demander ça, c'est comme si je te demandais comment tu as appris à respirer. C'est un apprentissage, mais peut-être un peu inconscient. Enfin, si, il y a eu comme un apprentissage conscient. Enfin, je veux dire, par exemple, j'ai fait beaucoup d'orthophonie, je me souviens que ma mère me corrigeait, etc. Et puis, je faisais des fautes de français. Par exemple, vous apprenez le vocabulaire en écoutant votre entourage, etc. C'est inconsciemment, vous êtes baigné dans la langue. Je me souviens presque pas du fait d'avoir dû apprendre à parler ou quelque chose, c'était vraiment naturel. Puis aussi, je pense que j'avais envie de parler, de pouvoir communiquer avec les autres, donc ça faisait partie du jeu, je pense. La plupart du temps, je suis l'élève et puis bon, grâce à l'élève, j'ai une bonne lecture labiale, donc je comprends bien. Parce que les orthodontes, il y en a qui ont l'air, comment dire, ils ont peur de moi, c'est comme si c'était raciste. Mais en fait, un moment après, ils se rendent compte et ils ont vraiment honte de ce qu'ils ont fait avant. Mais ça arrive qu'il y ait des moments où je me sens à l'écart, comme par exemple dans les cours, en cours, quand on est dans un groupe où il y a beaucoup de monde. Là, ouais, un petit peu, parce que bon, des fois, j'arrive pas trop bien à comprendre, alors... Un sourd, ça peut parler, ça vit pas obligatoirement à part, ça change aussi l'image du sourd muet, qui fait un peu penser à un singe, je sais pas. Je suis né sourd profond, premier groupe, donc c'est limite sévère profond. Mais surtout, ce que j'ai une surdité évolutive. J'ai perdu toute l'audition dans l'oreille droite. Donc, je porte un appareil là, mais il ne me sert à rien. Je le garde surtout par habitude, parce que depuis tout petit, le matin, je me réveille, mes appareils, je réfléchis pas, quoi. C'est une composante de ma personnalité, c'est un élément parmi d'autres. Donc, je ne me résume pas qu'à ça. Donc, c'est comme, par exemple, moi, je suis brun, j'ai les yeux marrons, je suis sourd aussi, quoi. Donc, c'est un élément en plus, pas plus important que les autres. Donc, c'est un élément que je prends en compte.
mais que je n'oublie pas. Voilà. Sourd de naissance, François a été intégré dans l'école de son quartier dès la maternelle, vivant au milieu des autres élèves, sans soutien scolaire particulier. Aujourd'hui, il a 25 ans. Il est en 5e année d'études à l'INSA de Lyon et se prépare à devenir ingénieur informaticien. Sa scolarité a été aménagée pour qu'il puisse faire ses études en 8 ans au lieu de 5, et une codeuse vient l'aider à suivre les cours magistraux. De vérifier que le flux TCP... J'ai commencé à me sentir sourd. Quand je me suis retrouvé en amphi, je me suis retrouvé devant un prof qui faisait un cours. J'avais des camarades autour de moi, mais je ne pouvais pas faire interrompre le prof. Imaginez une centaine d'étudiants, lui demander de répéter comme je faisais avant. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, si ça continue comme ça, j'ai pas ma place ici, donc pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, c'est pas ma faute, enfin, pourquoi moi, quoi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, comment dire, pour demander de l'aide, il faut accepter son handicap, il faut se dire que oui, je suis en situation de faiblesse, donc j'ai un handicap, pour pouvoir aller demander de l'aide. Ah, ça serait bien. Et que tu mets le nom du fichier de sélection, je suppose qu'il va l'ouvrir et l'exécuter. On constate que les fichiers qui sont là, dans ces dossiers-là, on les retrouve sur le serveur. Ah, ça on n'a pas encore vérifié, mais pour l'instant on a constaté qu'ils n'étaient plus en local. J'ai choisi l'informatique parce que, au final, l'éventail de métiers m'est aussi large que pour tout le monde. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire choisir autant dans les métiers que mes camarades. Donc c'est un métier où, a priori, moins de situations de communication, etc. On est face à un ordinateur, sauf quand il plante, on arrive à se comprendre. Précisément, dans tout le truc. Ça fait déjà 10 ans que je suis des cours en ingénierie. En été 2009, je serai diplômé élève ingénieur informaticien. Mon souci actuel, ça va être de choisir, pas l'entreprise qui est la plus accueillante, parce qu'il y en a plein qui font des opérations de séduction avec la loi de 2005, elles cherchent à recruter des personnes handicapées. Comme très peu sont diplômés, elles s'arrachent les jeunes diplômés handicapés, donc c'est un peu la surenchère. C'est un effet pervers dans la loi. Bon, je vais en profiter quand même, hein. Je serais bête de ne pas en profiter. Au début, on va essayer juste de faire le même son tout du long. D'accord ? Et à la fin, il faut que ta voix porte comme si tu allais appeler quelqu'un. Alors, c'est pas ton corps qui bouge, hein. Non, non, non. Allez, là. Tu restes droite, hein, les pieds bien sur le sol. Et... je regarde pas. Alors, tu peux le faire un petit peu plus fort si tu veux. Voilà, très bien. Tu vois, au début c'est tout doux, tout doux, tout doux. Voilà, et celui que tu faisais tout à l'heure. Et ben voilà. On a commencé à avoir des interrogations aux alentours de 6 mois, quand elle avait 6 mois. Et comme son frère aîné avait un tempérament calme, qu'elle avait, semble-t-il, le même tempérament, vraiment, tout ceci a contribué à ce qu'on ne s'inquiète pas. Et en fait, c'est un pédiatre qui nous l'a annoncé brutalement, assez froidement, mais de façon très objective, hein, qui nous l'a annoncé quand elle avait 9 mois. C'était la visite des 9 mois, oui. Hein, la visite des 9 mois, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit, mais votre fille est sourde. Voilà. Aliénor, il faut 500 millilitres. Il ne faut pas que ça fasse quoi? De grumeaux. Bon, allez, ça va aller. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Non, ça va aller, ça va aller. Tu vas être... La deuxième, les deuxièmes, elles seront mieux. Il va faire
Moi, je suis différente, mais je suis un peu comme tout le monde. Sauf ma surdité, il y a quoi de différent? Il y en a qui disent que les sourds sont différents parce qu'ils sont différents de tout le monde. Les noirs sont différents parce qu'ils sont différents des blancs. Vraiment, là, c'est injuste parfois. Merci maman. J'accepte ma vie, j'accepte ce que j'ai. Ça ne me gêne pas. Mais rien ne m'empêche, la surdité ne m'empêche rien du tout. Ça peut empêcher quelques sourds, mais pas moi. Enfin, moi, je peux faire tout, mais il y a des trucs que je peux pas faire à cause que je peux pas bien entendre. C'est dur parfois. Aliénor est la troisième d'une famille de 6 enfants. Vivant quotidiennement au milieu de 5 frères et sœurs, tous entendants, elle a développé très tôt des stratégies pour communiquer avec les autres. Intégrée dans une classe normale, en 5e, Aliénor est la seule enfant sourde de son collège. Une codeuse vient 6 heures par semaine pour l'aider à suivre les cours de français, de maths et d'anglais. Aliénor. En fait, elle remarque qu'il voulait, il aimait encore Lise quand il voulait la mettre sur le bûcher. Bien sûr. Mais il a voulu la donner au lépreux pour qu'elle vive encore ou je sais pas. Parce que pareil, il n'est plus lui-même. Il est sujet à sa jalousie terrible. Hein. Il a été extrêmement déçu par sa femme et son neveu. Aliénor comprend essentiellement par lecture labiale. Donc si elle n'a pas la personne juste en face d'elle qui s'applique à bien articuler, à parler doucement, elle ne suit pas le cours. Mais le gros problème pour elle est de ne pas suivre les interventions des autres élèves. Donc c'est pour cela que la présence de la codeuse est très appréciable pour Aliénor, parce que tout lui échappe dans la classe. Dès qu'un élève participe, comme les cours sont très interactifs, dès qu'un élève participe, elle ne sait pas ce qu'il dit. Vous commencez, s'il vous plaît, vous commencez tous par mettre uniquement le nom. Le code, ça s'appelle en fait la langue parlée complétée. Hein, et en fait, c'est une aide à la lecture labiale. Donc c'est pas du tout la langue des signes qui, elle, est une langue complètement différente. Là, lorsqu'on code, on utilise la langue française comme base et on la complète, comme son nom l'indique. On la complète avec la main près du visage ou sur le visage, les différentes positions représentant les voyelles et les configurations de la main représentant les consonnes. La combinaison des deux, consonnes et voyelles, permet de coder chaque syllabe de manière phonétique, on va dire. Et donc, de suivre intégralement la langue française, en accompagnant donc toujours la lecture labiale. C'est une technique. Le LPC n'est pas une langue, c'est une technique. Bon, quand elle a les yeux fixés sur le professeur, selon l'articulation et le débit du professeur, elle va comprendre vraiment beaucoup de choses. Là, elle a 17 de moyenne en histoire, c'est incroyable, parce qu'elle a un professeur qui spontanément parle comme ça. Donc on s'est dit, en histoire géo, c'est pas la peine d'avoir de code, c'est extraordinaire, c'est providentiel, voilà. Et là, elle comprend tout et du coup, elle a des résultats effectivement excellents dans cette matière, grâce au professeur. Bon, coup de chance. Et en revanche, quand il y a des prises de parole, c'est ce qui est le plus difficile pour elle, de suivre ce qui se passe en classe, et pour ça le codeur LPC est vraiment précieux, parce qu'il lui permet de donner toutes ces informations qu'elle n'arrive pas à avoir, quoi. J'ai l'impression que quand on marche, on se met à réfléchir. Le cerveau il fonctionne en même temps que les pieds, donc c'est bien.
Et je trouve que Paris, quand on est dans le métro, effectivement, on trouve que Paris c'est pourri. Mais si on se met à marcher dans les rues, on se rend compte que y a des coins qui sont vraiment préservés, autant au niveau de l'ambiance qu'au niveau architectural. J'ai toujours dessiné, depuis toute petite. Je le fais de manière, il y a des jours avec, des jours sans, il y a des fois où je fais beaucoup de choses, des fois moins. Le dessin, c'est plus ça fait partie de l'ensemble de mes cogitations, réflexions, on appelle ça comme on veut, j'écris, je dessine, j'aime bien faire ça, surtout dans des coins que je connais pas, je prends pas la carte, j'évite les grandes rues et puis je me balade dans les plus petites rues, plus calmes. À la base, j'étais en école maternelle, on ne savait pas que j'étais sourde. Et l'institutrice se rendait compte que je réagissais pas du tout. Par exemple, quand elle appelait, apparemment j'étais très souriante, mais je ne faisais pas ce qu'il fallait faire. Donc là, c'est la maîtresse qui a mis la puce à l'oreille, c'est le cas de le dire. Et donc mes parents, au début, ils voyaient pas le problème, parce que je pense que finalement on développe une communication, je veux dire, entre parents et enfants, qui a peut-être pas besoin de mots au début. En plus j'avais mon grand frère, si je voyais qu'il prenait un sac, je comprenais qu'on allait sortir, donc je prenais aussi mon sac. Les situations faisaient qu'il n'y avait pas de problème finalement avec ça. Donc il y a eu plusieurs têtes. Une première fois, non, elle entend très bien, puis ils ont réessayé, effectivement là ils se sont rendus compte que j'étais sourde. Et à partir de ce moment-là, ils ont fait le choix que je parle, quoi. C'est-à-dire que j'acquiers la langue maternelle, c'est-à-dire le français. Ça, c'est une fête d'école, ça, c'est Martin. C'est Anna qui nettoie une voiture. C'est l'institutrice qui nous a dit, écoutez, vraiment, c'est bizarre. Le voisin qui nous a dit, vous avez vérifié. Premier médecin qui nous dit, non, il n'y a rien de spécial. Et comme l'extérieur, mais beaucoup plus l'extérieur que nous, hein, donc institutrice, voisin, etc., on a refait auprès d'un autre médecin, et c'est là qu'il nous a dit, non, elle n'entend pas, et puis sérieusement pas, quoi. En fait, ce dont on s'est rendu compte, mais seulement après, c'est que ce qu'on aurait pu aussi louper, c'est même le fait qu'elle sache lire et écrire, puisque finalement, selon les choix qui sont faits, si on n'a pas fait le bon choix, peut-être qu'en plus elle ne saurait pas bien lire et écrire. On voit bien qu'il y a quand même pas mal de sourds qui se débrouillent pas bien avec l'écrit. Heureusement qu'elle a été tout de suite dans l'école du quartier, et peut-être qu'on a plus raconté d'histoires le soir qu'à d'autres enfants. On a passé pas mal de temps sur des petits bouquins, des petits livres, des petits... c'est pas spécialement pénible, hein, mais c'est vrai qu'on y a passé du temps, quoi. Passionnée de dessin, Anne-Laure est venue à Paris pour faire des études dans une école de création industrielle. Strasbourgeoise, elle a dû quitter sa famille pour faire ses études dans la capitale. Elle cohabite avec 3 autres étudiants, dont Sophie, également sourde profonde. Tu prends le camembert dans mon frigo. Bon, on va. T'as tué. Mais il y avait une vidéo de mec qui avait pris des Vélib, qui est allé au skatepark, il faisait des trucs avec, et à la fin, le vélo il avait cassé en deux. Dans la journée, j'étudie avec tes entendants, et c'est vrai que des fois c'est plus dur. Et le soir, je me dis qu'avec Anne-Laure, ça sera plus facile de communiquer, qu'on se comprendra toujours avec le PC. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce que on est toutes les deux sourdes que ça se serait bien passé, parce qu'avant on a une autre coloc sourde, c'était moins évident. Donc elle n'est pas restée. Mais je pense qu'il n'y a pas que le fait de coder entre nous, mais la personnalité surtout, ça joue beaucoup.
Et comme on rigole bien, ça passe bien. Ça a été un long combat, et j'ai eu des moments où c'est plus difficile que maintenant. J'ai l'impression maintenant de recueillir les fruits de ce combat. C'est que pendant toute mon enfance, c'est vrai que maintenant, ça me fait un peu sourire. On me félicite de bien parler, on me félicite de faire une grande école, on me félicite je sais pas, d'être futur ingénieur. Voilà, c'est le modèle, donc oui, c'est super, mais moi je me souviens de tout ce parcours-là, donc j'ai forcément plus de recul par rapport à ça. Mais c'est un prix que j'ai payé, c'est que pendant toute mon enfance ça n'a pas été facile, et je me suis senti soutenu seulement par ma famille. C'est vrai que si on parle de monde des sourds, pourquoi pas il n'y aurait pas un monde des aveugles, machin, etc. Alors, je pense que la surdité c'est un handicap particulier dans le sens où c'est un handicap de la communication. Donc les personnes sourdes qui n'ont pas la capacité de pouvoir interagir avec le monde entendant se replient forcément sur elles. Et je trouve qu'en étant intégré dans le monde entendant, au prix d'un effort qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger, on est quand même plus épanoui. Enfin, moi je trouve les personnes sourdes qui vivent en communauté, je les trouve malheureuses. Elles se plaignent tout le temps, elles se radicalisent. Donc, moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'elles disent, en se radicalisant, qu'elles affirment leur identité sourde. Moi, je pense qu'au contraire, c'est qu'en se radicalisant, elles mettent en avant leur surdité. Et donc, finalement, ils n'ont pas aussi bien intégré qu'elles veulent faire croire. C'est drôle parce que j'avais l'impression que je commençais à parler le François habite avec sa sœur Marion, également sourde de naissance. Il souffre de la même déficience génétique, la connexine 26. Marion a 2 ans de moins que François et fait des études en histoire de l'art à la faculté de Lyon. Je pense que je prendrai un petit, s'il vous plaît. Ils sont les 2 seuls sourds de leur famille et se sont aidés mutuellement pour apprendre à parler, partageant le même désir de vivre avec les autres. On a eu une relation assez particulière, très proche. Ouais, on s'est toujours soutenu. C'est vrai que typiquement lors des réunions de famille, c'est quand même assez des moments assez pénibles quand on peut pas suivre. Donc on comprend rien. Voilà, donc comme on était largués tous les deux, on entrait dans nos délires tous les deux. Donc c'est l'ancien décroche. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, on voit le résultat d'un long entraînement. Voilà. Il a quel goût, le thé d'olive? Au quotidien, on vit au milieu d'entendants. Il n'y a pas de sourds dans nos écoles, etc. quoi. Après, on a aussi des amis sourds, on est toujours content de se revoir. C'est des moments un peu où on se lâche, où il n'y a pas d'effort dans la communication à faire. Donc c'est un peu comme une purge, quoi. C'est bien de se voir un petit peu, mais pas trop, quoi. Ça sert à rien de vivre tout le temps ensemble. Par un pied de tomber dans le piège de la ghettoisation. Voilà. J'aime bien les voir, mais je ne peux pas me considérer comme sourde uniquement. Voilà. Qui est une part de ma vie, une part de moi-même, oui, mais je préfère regarder les gens par rapport à leur personnalité et non pas parce que je suis entendant ou tu vois. À toi. Eh ben, tu commences en beauté, toi. Mes relations avec les entendants sont pas moitié moins bonnes que quelqu'un qui est entendant avec un autre entendant. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont aussi bonnes là que là. Donc
Le moitié-moitié, je suis pas pour. C'est plus, je suis avec les entendants et avec les sourds. Et et quand je suis avec les entendants, j'apporte ma surdité avec moi. C'est pas je suis sourde et dans le milieu des sourds et entendants, j'enlève la surdité. Non, c'est je l'apporte avec. Et ça fait... De toute façon, je pense qu'on peut pas le cacher. Si on veut vivre avec les entendants, il faut commencer par dire qu'on est sourd. En 2007, Anne-Laure a réussi le difficile concours d'entrée à l'ENSI, une des plus prestigieuses écoles de design parisiennes. Elle est en première année d'études et ne bénéficie d'aucun soutien scolaire particulier. On va vers des gens en bonne santé, dont certains auront beaucoup d'argent, d'autres pas beaucoup d'argent, certains avec des handicaps légers, et qui vont encore vivre une vingtaine d'années. Quand tu as 70 ans aujourd'hui, il n'est pas improbable de dire que tu vas vivre jusqu'à 90 ans. Donc tu fais quoi? Comment tu vis? Comment tu contribues? Et qu'est-ce qu'on te vend? Ce qu'on vous demande, c'est le point de départ, avec des grilles, pour pouvoir, avec ces documents et ces actionneurs, mener un débat, mener une séance de créativité collective. Oui, c'est ça, mais la partie en biais, du côté écran, elle est... On va pas le diriger sur ça, c'est beaucoup trop complexe. Le problème, c'est que ça veut dire que l'écran est en biais. Là, ici, je suis à l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'École nationale supérieure de création industrielle. On va dire que c'est du design, c'est l'école de design. On travaille sur des projets, donc souvent avec des partenariats, comme par exemple là, c'est un partenariat avec SFR. Et là, je suis dans un atelier spécialisé dans le design numérique. C'est un travail de réflexion et de conception, c'est-à-dire à partir d'une demande d'une entreprise, par exemple, d'un partenaire, on doit répondre à cette demande et ce qu'on attend de nous, c'est de la créativité, de l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir un regard neuf. Vous êtes très très loin d'un rendu professionnel homogénéisé. Officieusement, vous êtes dans le projet, vous avez plutôt pas mal, je suis plutôt content. Vous mémorisez la version officielle, pas la version officieuse. C'est-à-dire que c'est sympathique pour des étudiants, pour un rendu avec un partenaire professionnel, vous êtes loin du compte. La valeur au client, l'état de l'art, du design et de vos états d'âme, ils en ont rien à foutre. Donc la valeur pour le client et la valeur pour SFR. Deuxième point, le design produit. Il faut avancer, il dit en gros on a beaucoup de retard par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire que la maquette, il faut qu'elle soit moins merdique que ça va. Ouais, non mais bon ça c'est il dit en gros il y a un discours officiel et officieux. Donc officiellement bon voilà on a beaucoup de retard. Et aussi il faut vraiment mettre en relief, montrer quelle est la valeur pour le client final. C'est-à-dire en gros professionnaliser un peu le projet quoi. Que ce soit pas juste un projet un peu utopique machin, mais qu'on dise bien ok c'est intéressant parce que par rapport à vous il y a ça, par rapport au client il y a ça, etc. Ça n'a pas été une ligne droite. Il y a des moments où je me disais mais tiens je voulais aller voir des sourds, m'intégrer vraiment dans une communauté sourde et tout. J'avais plus de mal avec les entendants ou j'avais plus de mal en général dans les relations, donc je mettais ça sur le compte de la surdité, mais c'était un peu radical. Après quoi? Après la tâche. Je fais quoi après la tâche? Tu veux peut-être que je t'explique comment on fait pour pisser? Non. Tu parles de rien, tout ira bien. Et tu lui montres le quai numéro 6. Mais toi, t'y vas pas, Jérémy. Quand mon frère était en 4e, dans ce collège, il faisait du théâtre et je l'ai vu pour ce spectacle, c'était super marrant. Il faisait une vieille dame et du coup j'ai beaucoup rigolé.
Du coup, je me suis dit que j'ai demandé à ma maman pendant 2 ans, pendant 2 ans, et si je pouvais faire du théâtre. Et cette année, je fais du théâtre au collège. J'avoue que j'aime bien le spectacle, je sais pas, mais je veux pas être actrice, c'est trop compliqué. Voilà. Je peux pas de toute façon. Si j'avais été peut-être pas sourde, ça aurait été possible, mais c'est à cause de ma voix, c'est pour ça que j'hésite. C'est à cause de... J'ai peur de... Voilà. Je commence par la première phrase, là. Oui. Qu'est-ce que tu cherches avec ces voyages? Voilà, c'est ça. Très bien. Cette femme là-bas, qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 6 ans. Tu vois, vous allez vous observer, vous sourire, et quand tu parles, t'es pas obligé de le regarder. Quand tu interroges ton père. Il regarde par la fenêtre. Stop, pardon, et articule. Quand tu interroges ton père. Aliénor, c'est sur ton. Dis bien ton père. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ce matin, quand tu interroges ton père. Voilà, c'est ça, Aliénor. Et comme si tu lui disais, tu comprends, à la fin. Elle lit sur les lèvres, alors quand je m'adresse particulièrement à elle, j'articule bien pour qu'elle puisse lire sur mes lèvres. Et sinon, c'est des petits codes. Par exemple, quand elle doit ouvrir les yeux, on lui fait une petite pression dans les mains ou voilà, comme je vous disais, des choses tactiles. Baisse un peu ton menton, Jérémy. Tiens-toi bien les pieds dans le sol. Bien tes pieds dans le sol. Attache-les bien. Voilà. Ah, c'est toi. Tu m'énerves. Je sais. Attends, mais regarde. Ah, m'énerve. C'est pas possible qu'elle m'énerve cette fille. Non, je regarde. Il était pas aussi long. Bah, c'est pas bon, tiens. Oui, merci quand même. C'est là, elle est presque pour moi aussi. Au début, je savais pas qu'Aliénor était sourde, et puis quand j'ai appris à la connaître, elle m'a dit que sa maman donnait des cours de code de LPC. Et au début, c'est vrai que c'est pas facile, je comprends un peu rien, mais à force de le faire et de pratiquer et tout, et voilà. En fait, j'avais envie qu'il y ait des copines, avoir des amis qui codent, et du coup, j'ai proposé à Alexia. Enfin, Alexia a voulu aussi, mais j'ai pas demandé, je voulais que ça vienne vers moi et j'attendais. Quand elle est dans la cour de récréation, elle est tout le temps là, oh, quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en 2 minutes, on peut tout lui traduire, donc c'est beaucoup mieux, et puis c'est super, enfin moi j'adore. En classe aussi, on peut se dire des petits trucs sans que les professeurs comprennent, c'est bien ça. Tout le monde me demande comment on dit je t'aime, c'est le premier mot qu'on m'a demandé en EPC. Moi je me dis bah voilà, je t'aime, c'est ça, je t'aime, voilà. Et après ils me font, et moi je fais, il faut parler en même temps. C'est comme dans Orgueil et Préjugés, tu sais, elle tourne comme ça, ah oui, Elisabeth. Oui. Au début, on se dit ah mais c'est qui celle-là, et puis enfin, on a beaucoup l'impression, parce qu'on n'est pas habitué, que c'est quelqu'un de différent et tout. Et quand j'ai commencé à bien connaître Aliénor et qu'on commençait à bien s'entendre, et je me suis dit, finalement, c'est une personne normale. Oh, c'est maintenant C'est bon, hein. Ah non, je déteste ça, moi j'adore. Elle est bête. Mais arrête, tu me fais mal, tu me fais peur. C'est toi qui me fais peur, c'est pas le film. Je pense que c'est important aussi de ne pas l'élever dans une bulle, parce que de toute façon, dans la vie, elle ne sera pas dans une bulle. Donc d'essayer de l'aider dans la mesure de nos moyens, mais aussi qu'elle soit confrontée à un certain nombre de difficultés. De toute façon, on ne peut pas les éviter. En fait, quand je suis avec les sourds, je me sens entendante. Alors que quand je suis avec les entendants, je me sens sourde. Enfin, quand je suis avec les sourds, je me sens mieux parce qu'ils me comprennent en fait. Avec les entendants, ils ne me comprennent pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas et qu'ils me croient que je suis malentendante et tout.
Enfin, qui croient que je suis débile, et qu'avec les sourds, ils me comprennent, ils me connaissent. Donc c'est pour ça que je me sens entendante avec les sourds. Résoudre l'équation, ça veut dire trouver x. Oui. Mais toi, tu ne sais pas le faire. Alors, il te donne plusieurs solutions possibles, et toi, tu regardes juste laquelle marche. En fait, le but du problème, c'est de trouver x pour que tu aies ça. Tu vas donc calculer les aires du rectangle et du triangle en fonction de x. X fois 5 égale x 6x. Elle a développé une détermination qui n'est pas très répandue chez les entendants, quoi. Donc elle a l'habitude de la difficulté, elle a l'habitude de surmonter les obstacles, elle a l'habitude des efforts constants. Et ça c'est fantastique. Je me demande dans quelle mesure c'est pas d'ailleurs un réel avantage, même par rapport à des entendants qui, eux, n'ont pas cette détermination et n'ont pas ce goût de l'effort et l'habitude de dominer des difficultés. Elle est bien, Après le premier, pas après le deuxième. C'est le deuxième. Exclu, je trouve que le mot est fort. Je me sens pas complètement intégré. C'est que je suis intégré, mais pas autant que je l'aimerais, je le souhaiterais. C'est-à-dire que tous les gens avec qui j'ai pu passer suffisamment de temps pour les sensibiliser, etc., ils m'acceptent tel comme tel, etc. Je suis une personne pour eux et tout. Enfin, mais par contre, après, c'est pour les personnes qui ne me connaissent pas, ou que, par exemple, les 3/4 de la classe, ou que je croise seulement dans les cours, machin. Avec eux, je ne me sens pas intégré parce que seulement ces quelques personnes qui sont sensibilisées pensent à me tenir au courant des potins dans le groupe, des rumeurs, machin, tout ça. C'est la plupart de ces discussions futiles, quoi, je passe à côté. Donc ce qui fait que je me sens pas complètement intégré. Donc, mais je l'accepte, je veux dire, c'est comme ça, il faut pas... C'est ça qu'il y a des moments où j'ai voulu essayer de me rappeler à leur présence et tout ça, mais je pense que ça me paraît un peu égocentrique comme démarche, quoi. Se dire c'est parce que moi je suis handicapé ou il faut faire attention à moi, vous faites bien à penser à vous adapter à moi. Un tableau de bord, concrètement, dedans, il va y avoir marqué... Je veux dire, le tableau de bord, c'est les couleurs, là, c'est les trucs, là. Il y en a 4, là. Ça va être ça, regarde. En fait, non, ça, c'est les tables. Ah, c'est les tables, faut pas confondre. Les tableaux de bord, en fait, ça va être les résultats, en fait. Donc, mon rôle, en fait, déjà, c'est de lui prendre les notes durant les cours. Et ensuite, de le supporter durant les TD et les TP. C'est-à-dire... Supporter, merci. On fait les TP ensemble. Et après, on revient éventuellement, là, comme ici, sur un TP qu'on a fini. On peut revoir le cours ensemble. Et donc voilà, quand il y a un point qu'il n'a pas compris, on le revoit ensemble, j'essaie de lui expliquer, mais uniquement quand il n'a pas compris. Si tout se passe bien, on fait le TP ensemble et c'est tout. Ouais. Et s'il y a des notes à prendre en TP ou en TD, je le fais aussi. Présentation générale, pas grand chose à dire. Elle a présenté un peu ce qu'on allait faire pendant la... Alors en fait, moi je suis rémunéré par l'Urapeda. Donc c'est une organisation qui s'occupe de rémunérer les preneurs de notes plus les codeurs qui viennent en amphi aussi, ouais. Donc par rapport aux étudiants malentendants. J'ai insisté pour qu'ils soient rémunérés, hein, pas seulement parce que c'est des copains, mais aussi c'est pour que je ne sois pas moi-même obligé de mendier les photocopies, quoi. C'est vraiment un travail, ils doivent répondre à certains critères de qualité, ils doivent prendre des notes suivant des exigences que je leur donne. Par exemple, ils ne doivent pas faire trop d'abréviations, ils doivent me rendre accessibles les notes, etc. Donc c'est pourquoi c'est important que ce travail soit rémunéré. Bon, c'est pas une fortune, tu vas pas t'acheter une Ferrari, mais pas encore. La première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment été impressionné. Enfin, je m'attendais pas à communiquer aussi facilement avec lui, parce que vraiment, voilà, peut-être si j'avais pas été au courant et si j'avais pas vu ses appareils, j'aurais pensé qu'il était pas malentendant.
Donc vraiment, ouais, je pense que ça a changé ma vision et puis je pense que ouais, ça m'a permis un peu de m'élargir l'esprit de ce côté-là. Enfin, je pense que ça a vraiment créé une amitié entre nous deux et on se voit pas que pour le travail aussi. Et voilà, tu sais, la famille, les amis et tout. Il y aura toujours la famille. Dans la majorité du temps, je ne me sens pas handicapé, je l'oublie, quoi. J'ai la chance de pouvoir parler facilement, de communiquer facilement, donc déjà avec mes preneurs de notes ou avec mes camarades qui sont hyper sensibilisés, je l'oublie que je suis sourd. Après, c'est dès que je sors de ce cocon, enfin de ce milieu privilégié, enfin dès que je commence à parler à des gens qui ne sont pas sensibilisés, qui me parlent comme vous parlez entre vous, c'est-à-dire sans faire attention, sans se soucier à ce que l'autre personne ait bien compris ce que vous voulez dire, etc., sans forcément vous parler en face ou sans articuler, voilà. Donc là, je me sens très vite handicapé. Là, la personne, je ne lui dis pas tout de suite que je suis sourd parce que sinon, je passerai ma vie à me dire attention, je suis sourd, je veux pas me réduire à ça. Donc, mais après, si vraiment il y a besoin, mais assez vite, je lui dis moi attention, s'il vous plaît, je suis sourd. Ou après, des fois, je dis malentendant quand je vois que la personne risque de se bloquer. Il y a des personnes qui tu leur dis que je suis sourd, là c'est fini quoi, elles ont peur et donc suivant comment au premier feeling je m'adapte et je lui dis bon attends, s'il vous plaît parlez-moi en face, je lis sur les lèvres, je dis que je lis sur les lèvres parce que souvent les personnes ça les impressionne donc ça leur donne envie de faire un effort. Tous les mois, Anne-Laure vient passer un week-end à Strasbourg où elle est attendue avec impatience par son frère, sa sœur et ses parents. Donc entre les yeux et dessus de la tête, il y a... Hey, mais le droit de faire. Non, c'est pas 10 cm, ça c'est 3 cm. Non, mais il y a en gros 10 cm. Mais regarde là. Non, mais c'est cool. Non, mais on arrive, la ceinture est à la même hauteur là. Non, mais c'est parce qu'Anne-Laure a une grosse tête et voilà. Attends, il faut que je tire un peu. Mais non, mais parce que là, elle est pas... Voilà, avec les bons outils, hein. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle arrive de mieux en mieux à parler de son handicap, à parler de ses besoins, à faire prendre conscience aux gens qui sont en face d'elle ce que c'est qu'être sourd, quoi. Et elle a un petit côté aussi militant. Enfin, elle a envie que les gens sachent que les sourds peuvent parler, ils peuvent très bien maîtriser la langue tant écrite qu'orale. Et ça, je crois que c'est... Pour moi, c'est un peu ça. Enfin, l'intégration, c'est pas seulement, enfin, une intégration réussie. Je veux dire, c'est pas seulement les performances scolaires. Je crois que c'est vraiment quand socialement les personnes en situation de handicap sont capables de parler de leurs besoins, de le prendre en charge, quoi. Jacques rentre bronzé du travail. Oui, ça, mes collègues, ça n'existe plus maintenant. Oui, mais maintenant, on dit encore, on va chez Coco. Ah oui, bah oui. Oui, mais parce que c'est sentimental. Je crois que sur le strict plan scolaire, de la performance scolaire, bon, bah, c'est clair qu'elle s'en est bien sortie parce qu'elle est pas bête et je pense qu'elle a eu le parcours qu'elle aurait eu si elle avait eu ses oreilles, hein, sur le strict plan de la performance scolaire. Là où ça a été plus dur, bon, ça a été bien sûr toutes les frustrations qu'il y a pu y avoir, mais c'était le côté social de l'intégration scolaire, c'est-à-dire c'était dans la relation avec les camarades en dehors du strict cadre de la classe, c'est-à-dire les intercours, les conversations sous les préaux, ce qui se passe dans les vestiaires avant les cours de sport. Enfin, ça a été... ça n'a pas toujours été facile et ça a été, notamment les années de 4e et de 3e ont été difficiles.
ou là quand on fait du vélo, tu sais, comme quand on allait à la trottoir. C'est vrai qu'il y a des fois, on fait un peu plantes décoratives, quoi, mais ça fait partie du jeu, je pense. Je veux dire, soit on décide vite qu'avec des sourds, on fait la langue des signes, pas de problème, on comprend tout ce qui se passe, parce qu'on communique. Quand on communique entre sourds, on comprend tout ce qui se passe, donc pas de problème. En même temps, dès qu'on fait le choix de s'intégrer, il y a des moments où c'est moins... C'est pas en notre faveur, au sens où c'est des situations où sans oreille, c'est dur à suivre. Je n'arrive pas à imaginer Aliénor dans une classe d'enfants sourds. Je trouve que ce serait réducteur un peu pour elle, parce qu'elle suit très bien, parce que pour elle l'aspect relationnel est très important. Au début de l'année, elle ne regardait jamais la codeuse. Elle voulait vraiment ignorer son handicap le plus possible. Et puis petit à petit, comme elle a été bien acceptée, comme elle s'est bien intégrée, qu'elle s'est fait des amis, les choses sont venues naturellement. Elle a accepté les aides, je crois parce qu'elle a été très bien acceptée par la classe. Mais je pense que c'est essentiel pour elle d'être dans un établissement normal, avec des enfants entendants. C'est essentiel, ça, elle fait partie du monde, vraiment. Mais c'est n'importe quoi. Les gens, ils croient que vraiment que je suis très différente, très différente. Ils croient que c'est vraiment très dur. Mais en fait, non. C'est simple. L'orthophonie, c'est juste pour la voix. La prof de soutien, je fais mes devoirs. Je m'amuse bien, je parle avec elle. C'est pas travailler. Ici, ils sont dit comme quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Il arrive malheur avec ceux qui cherchent à déchiffrer le secret des morts. Ce n'est pas une morte que je cherche, c'est le visage de ma mère. Il faut composter! On m'aurait dit quand elle était toute petite et qu'on avait tellement de problèmes pour lui apprendre un mot, on m'aurait dit qu'elle suivrait une scolarité pour l'instant tout à fait normale. J'aurais eu du mal à le croire, quoi. J'aurais eu du mal à le croire. Donc je pense qu'elle va tenter sa chance, quoi. On va continuer dans la même voie, quoi. On va continuer dans la même voie. En n'ayant aucune garantie de réussite, bien sûr, mais après tout, elle est déjà arrivée là. L'informatique, ça a été une grande révolution pour les personnes sourdes depuis 95-2000, avec l'arrivée des mails, de MSN, toutes les communications écrites à distance. Ça a complètement libéré les personnes sourdes, quoi. Avant, on était complètement bloqué par le téléphone et ces moyens de communication nous permettent de contourner cette situation de handicap. MSN, moi j'ai découvert quand j'étais en deuxième année de prépa, donc c'était assez risqué à cette époque-là. Je discutais beaucoup avec mes amis de Paris, parce que j'ai beaucoup d'amis à Paris, et donc j'ai pas souvent l'occasion de les voir, donc je parlais surtout avec eux par MSN. Mais après je me rendais compte à minuit quand j'allais me coucher, j'ai rien fait ce soir, quoi. Donc dans une deuxième année de prépa, c'est un peu risqué, quoi. Donc c'est pour ça que vite fait, je me suis dit stop, j'existe plus sur MSN, vous m'appelez autrement par mail ou par SMS. Mais après, oui, je peux toujours m'en servir, mais c'est vraiment pour discuter comme de choses sérieuses, quoi. Est-ce
que les filles se sont maquillées pour l'occasion. Oh non. À la tienne, Marion. Ah oui. N'attendez pas. Loin de toi. À ton départ. Enfin. Enfin. On se retrouve. Non mais c'est vrai que c'est sympa quand on se retrouve, mais je trouve qu'on n'y pense pas assez. Il y a certaines communautés de sourds qui font qu'ils préfèrent se retrouver entre eux et partager des choses entre eux, et ça devient des amis de toujours, quoi. Nous, on a plutôt tendance comme on s'intègre vachement facilement auprès des entendants, on a plutôt tendance à rester avec eux, à se faire nos vrais amis, mais je veux dire des amis qu'on voit tous les jours et qui permettent à... Enfin, non mais... En fait, on est des faux amis. Merci. On t'aime. Bon, moi je me comprends et... Non mais c'est vrai, et du coup, on pense pas forcément à se voir alors qu'on passe de bons moments ensemble. On ne fait pas de la tueridité un critère pour les relations amicales. Papa, je dis, bon, je vais aller avec un tueur qui nous porte un petit nature. On a la chance d'avoir un choix, quoi. C'est que on maîtrise la langue française, on est sourd aussi, mais donc du coup, on a un peu le cul entre deux chaises, quoi. On peut voir les entendants et puis de temps en temps on se retrouve ensemble, mais donc voilà, c'est pour ça on fait chacun notre vie, à notre rythme, et sans être trop grégaire dans un camp ou dans l'autre. À l'inverse, les sourds-signeurs qui ne savent que signer ne peuvent que rester entre sourds-signeurs. Donc, voilà. Et puis du coup ils vivent toujours ensemble, et ils ont leur vérité, ils se confirment entre eux, et puis finalement ils sont de moins en moins tentés. Communauté, quoi. Ah, voilà, communauté, mais c'est vraiment... Mais après, il faut pas généraliser non plus. C'est-à-dire que on connaît pas mal de sourds-signeurs qui à la fois signent et savent parler. Si tu poses la question aux gens dans la rue, ils vont te dire les sourds muets. Exactement. Toi, tu aussi parce que tu es vachement médiatisé, c'est tellement plus joli que les tueurs oraliens ou les tueurs LPT. C'est plus médiatique, plus photogénique. Oh, c'est génial. Tu peux dire une connerie pour te faire rigoler, ouais, c'est bon. C'est gagné. Voilà. C'est son charme irrésistible, c'est trop la classe.